Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Le chapitre 175 révèle quelques surprises que je n'aurais jamais vu venir, et c'est ça que j'aime avec Yusei Matsui. C'est donc parti pour ce chapitre étonnant. Le chapitre commence donc avec Shizuku, bien décidé à protéger ses compagnons, en déployant toute son intense énergie divine, qui repousse donc la tempête de Mima, et la renvoie même vers elle, au grand désespoir de Sasaki Doyo, qui, tout stratège talentueux qu'il est, n'avait clairement pas prévu la toute-puissance de Shizuku. Cela dit, grâce à cette confrontation massive d'énergie, de nombreux souvenirs sont partagés, permettant d'en savoir plus sur Sasaki, père et fille, car on voit d'abord un flashback où Doyo, donc le père, reconnaît qu'Akie lui était supérieur dans l'art de l'esthétisme. C'est une révélation qui m'amuse un peu, car je ne voyais vraiment pas Doyo, le stratège implacable, être aussi intéressé par le sens de l'esthétisme. Après, ce n'est peut-être pas tant l'esthétisme qui m'intéresse, mais peut-être pour montrer aux nobles de cour que les guerriers eux aussi peuvent être cultivés et artistiques. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça m'a fait comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'a étonné. Encore une fois, et c'est pas la première chose qui va m'étonner sinon ce chapitre. Ensuite, c'est au tour des souvenirs de Mima, qui sont tout aussi intéressants, car malgré qu'elle soit dans un milieu assez aisé, grâce à son père, elle a trouvé des choses chez Tokiyuki, celui qui n'avait plus rien, il a tout perdu, hein, on le sait bien depuis chapitre 1, des choses qu'elle n'avait pas, et révèle même qu'elle en fut amoureuse. Alors, décidément, c'est le chapitre des révélations, quoi. Si je me souviens bien, qu'elle appréciait beaucoup Tokiyuki lors de son passage à Kyoto, hein, c'est celui qu'il préférait, les autres n'en a un peu rien à faire. Ah non, c'est l'arc de Kyoto qui, dans l'histoire, s'est passé il y a 3 ans, en 1335, si je ne me trompe pas. Je ne pensais pas qu'elle avait tant de sentiments, ni même qu'elle en était amoureuse. Là, quand même, j'avoue, ça m'a surpris. Mais la surprise n'est pas terminée, car on en prend aussi qu'en fait, quand elle a su que Tokiyuki était un Hojo, elle ne s'est pas sentie trahie, mais plutôt jalouse, car elle trouvait beau le fait de venger sa famille, et moi je ne pensais vraiment pas qu'elle trouvait ça si intéressant, mais dans un sens, je peux la comprendre, car si son père a su élever le nom de Sasaki dans la nouvelle hiérarchie, c'est par des coups bas, des traîtrises, tout ce qui est peu honorable. Mima est donc peut-être elle aussi intéressée par redorer le nom de sa famille. Encore une fois, c'est ce que moi je pense, hein. C'est pas ce que Yusei Matsui a dit. Après ces intéressants souvenirs, on revoit Tokiyuki toujours en très mauvaise posture, dans la mer agitée, se prenant même une flèche dans l'épaule, car Sasaki Doyo s'est repris et tente de tuer Tokiyuki. Parce qu'il voit bien que la confrontation divine, c'est pas à son avantage, mais il s'est dit tiens, on va en profiter qu'ils sont occupés pour aller tuer le méchant Hojo. Et bien sûr, cela affole Kujiro, hein, car il voudrait bien aller sauver son ami et son chef, mais malheureusement pour lui, il est trop loin. Alors c'est alors que la personne à laquelle je m'attendais absolument le moins vient au secours du jeune seigneur, Yuki le tueur fou. Hein, celui qui aime bien tuer un peu tout le monde, n'importe comment, apparemment c'est un besoin maladif chez lui. Bon, c'est vraiment le tout dernier à qui je m'attendais, hein, donc encore une fois, j'ai été surpris. Mais dans un sens, ça montre que tout de même que Tokiyuki a réussi à se faire bien respecter et apprécier par les anciens soldats d'Akie, car comme le dit justement Gemba, normalement personne hors de son clan ne viendrait sauver Tokiyuki vu le danger. Et comme le problème, le clan Hojo se résume à lui, donc Tokiyuki, hein, parce que son oncle est parti se réfugier en Izu et on ne le reviendra plus jamais. Donc bon, cela revient à dire qu'il doit se débrouiller tout seul. Mais non, il y a Yuki qui est venu le sauver. Ça, c'est quand même sympa. Et grâce à ce sauvage inespéré, Tokiyuki repart aussitôt, après un petit discours motivant de Yuki, justement, qui lui dit que lui aussi ne peut résister à sa véritable nature. C'est une remarque intéressante, en relation avec ce que Yuki avait répondu à Tokiyuki, quand ce dernier lui demandait d'arrêter de tuer sans raison. C'est donc bien de voir que malgré la perte de ses mentors, Tokiyuki peut encore compter sur des personnes de confiance, même si ceux-là ont des penchants meurtriers très louches, hein, parce qu'on remarque que Yuki, il aime bien tuer des gens, et généralement d'une manière très spéciale. Mais bon, ainsi remotivé, Tokiyuki repart donc, mais avec style s'il vous plaît, car il emprunte alors un bouclier à Yuki
puis saute dans la mer déchaînée et surfe littéralement les vagues pour venir à la rescousse de Shizuku et Mima. Oui, oui, vous avez bien entendu, Tokiyuki s'est mis à surfer. Après, on est dans un manga de Yusei Matsui, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre, hein? D'ailleurs, je me demandais la semaine passée comment Tokiyuki allait sauver ses deux amis, et jamais je n'aurais cru qu'il allait surfer sur une mer déchaînée pour y arriver, quoi. Bon, pour certains, peut-être, ça pourrait paraître complètement n'importe quoi, et bon, ça casse un peu l'effet historique sérieux de la situation, mais en même temps, si vous n'êtes pas habitué au style de Yusei Matsui après 175 chapitres, ben il y a un problème, hein, parce que c'est justement son truc de faire des trucs sérieux, mais en même temps pas sérieux du tout, quoi. Et là, c'est tout à fait le truc. Bon, c'est dans un truc sérieux où, bon, t'as quand même deux amis à Tokiyuki qui sont sur le point de mourir. Lui, il était pas loin de mourir il y a 5 minutes aussi. Mais non, voilà. Et maintenant, pour repartir, Tokiyuki se met à surfer. Bon, moi je trouve ça génial, mais voilà, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas ça, mais bon, ça c'est le style du Yusei Matsui. Il faut s'y faire, hein. En plus, moi je trouve ça très badass. Franchement, Tokiyuki qui est en train de surfer, là, la case est vraiment superbe. Franchement, c'est super bien fait. Donc moi, ça me plaît bien. Après, n'oublions pas que Tokiyuki n'est pas tout seul, hein. Il est bien sûr aidé par Shizuku, qui a contré le pouvoir de Mima, et pendant que Shizuku ne regrette pas son geste, hein, alors qu'elle sait qu'elle va disparaître, il y a une intervention surprenante de Hiroshige qui pop d'un coup, hein, on l'avait plus vu depuis, je sais pas là, on avait, ça fait 70 chapitres qu'on l'a plus vu là, et il se pointe comme ça, il pointe le fait que Shizuku ne reste plus humaine que TS, grâce à son expérience ici-bas. Une sage parole, bien sûr accompagnée de loufoque, car Hiroshige déguste une pizza qui n'a pas encore été inventée. En plus avec l'appareil à couper les pizzas, qui bien sûr, en 1338, n'existe pas, bien sûr. Ben voilà. Encore une fois, quoi qu'il se passe, Yusei Matsui n'oublie jamais le running gag associé au personnage. Et ça me fait toujours bien rire. Et si le gag de Hiroshige, c'est qu'il voit des trucs dans le futur qui n'existent pas en 1338 et il y a toujours un décalage temporel. Après cette divine intervention, Tokiyuki arrive à attraper Mima et même à l'enlever à son père, ce qui est déjà pas mal, hein. Il crie ensuite qu'il est un père indigne et ne lui rendront donc pas sa fille. Doyo se moque ensuite de ce procédé, mais c'est suite à cela que Tokiyuki va faire la déclaration de ce chapitre. Mais alors une déclaration, celle-là je m'attendais encore moins que toutes les autres, ouais. Franchement, déjà qui dit à Doyo qu'il est un père indigne, c'est généralement pas le genre de Tokiyuki d'être aussi médisant, mais dans un sens il a raison, hein. Franchement, Doyo ne fait que se servir sa fille juste pour monter dans les échelons, et là, comme je vous dis, il était prêt à sacrifier, donc il a raison, hein, mais c'est pas le genre de Tokiyuki de le dire comme ça si abruptement. Mais alors là, ce qu'il va nous dire, c'est assez fabuleux parce que, bon, il répond à Doyo qui assumera donc ses responsabilités. Hein, s'il enlève Mima, qui est une fille de guerrier, eh ben, il faut prendre ses responsabilités. Et il déclare, le plus honnêtement du monde, qu'il voudra prendre Mima pour épouse. Comme ça, normal. Pour lui, c'est tout à fait normal. Mais on verra que pour les autres, c'est pas tout à fait normal. Donc, encore une fois, c'est une déclaration à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Hein, tant Tokiyuki n'a jamais évoqué ce sujet. Elle n'y semblait pas du tout intéressée, hein, alors qu'on sait que dans les coulisses, si je puis dire, Shizuku et Ayako, elle en discutaient de temps en temps, parce qu'elle était très intéressée. Et donc voilà, alors, encore une fois, Yusei Matsui arrive à me surprendre en bien, et ça, j'apprécie beaucoup. J'arrive toujours à trouver quelque chose pour me surprendre, alors que ça fait quand même 175 chapitres, et que j'ai déjà vu Assassination Classroom avant. Donc bon, voilà, il arrive toujours à me surprendre, et ça, j'aime beaucoup. Cela dit, je suis bien sûr pas le seul à être surpris, car en plus de Mima et Doyo, qui eux sont bien médusés aussi, hein, parce que forcément, c'est pas une chose qui s'y attendait. Leur réaction la plus drôle, je pense que c'est Shizuku et Ayako, hein, parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est quand même les deux autres présentantes au cœur de Tokiyuki. Elles s'y attendaient pas du tout non plus. D'ailleurs, la réaction la plus drôle, ben, c'est celle de Shizuku, hein, car c'est elle la plus vocale à ce propos, en criant assez fort, sous les moqueurs de Hiroshige, bien sûr, parce que lui, il est toujours là, hein, pour faire le gag. Et c'est marrant parce que Shizuku d'habitude est la moins réactive, entre guillemets, hein, généralement elle est très calme, contrairement à Ayako qui est beaucoup plus expressive. Mais là, c'est vraiment elle qui a la plus grande expression. Et c'est une case assez drôle d'ailleurs, parce qu'on la voit en gros plan, complètement médusée, en se disant mais nom de Dieu, il m'a grillé, il m'a coiffé au poteau,
c'est moi qui voulais hein, qui veut devenir sa femme, et non, et apparemment il en a choisi une autre. Du coup, c'est assez amusant, et en plus, c'est là-dessus que se finit ce chapitre, évidemment, ça fait un magnifique cliffhanger, et cette scène m'aura bien amusé, car je pense maintenant au bazar que ça va mettre, hein, parce que du coup, Ayako et Shizuku vont certainement pas être d'accord. Bon, heureusement, à leur époque, je pense qu'il est admis de voir plusieurs femmes, donc peut-être que Tokiyuki aura Mima, Shizuku et Ayako en même temps, ce serait pas étonnant à l'époque. Mais en même temps, je me demande si Tokiyuki fait vraiment cette déclaration sincèrement, hein, s'il compte vraiment sincèrement épouser Mima, ou alors c'est juste pour méduser Doyo et comme ça, genre, un peu lui mettre les grandes fumées et pouvoir dégager facilement. Parce que comme je l'ai dit, c'est bien la première fois qu'il se positionne sur le sujet, et ça paraît un peu étonnant comme ça d'un coup, comme ça, qui dit bah, je suis sorti, j'ai décidé, je vais la prendre comme femme. Ok, bon, d'accord, c'est étrange. Mais en même temps, je me dis que peut-être que c'est aussi un signe de maturité, car s'il n'a que 12 ans, hein, on est d'accord que c'est un peu jeune pour commencer à se marier. Mais bon, l'époque est pas pareille aussi, hein, il y a des mariages qui sont parfois faits à l'âge de 4 ans par exemple. Alors bon, maintenant c'est plus légal, hein, mais à l'époque ça se faisait. Mais aussi je me dis que bon, il n'a que 12 ans, mais avec tout ce qu'il a vécu depuis maintenant 4 ans, hein, donc depuis ses 8 ans, je pense qu'il a quand même eu un sacré accélérateur d'expérience. Et du coup, en plus, il a été instruit par Yorjige, Akiye et même Shikifusa, le père d'Akiye. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éducation et aussi d'expérience. Donc peut-être que voilà, il a s'est dit tiens, c'est le moment, c'est l'instant, hein, je vais faire déclarer ma flamme en pleine tempête, en combattant les ennemis, mes némésis, hein, parce que bon, Odoyo représente quand même la famille Ashikaga. Je trouve qu'il s'est dit tiens, c'est le meilleur moment pour annoncer ça. Franchement, voilà. Bon. En tout cas, je suis vraiment très curieux de voir comment ça va se finir tout ça. Parce que, encore une fois, je soupçonne Yusei Matsui d'en faire juste allez, cette case pour faire un peu de comédie et un cliffhanger assez épique de fin de chapitre. Pour ensuite diffuser le truc complètement. Je dis ah bah non, c'était une blague, ou ah bah haha, je vous ai bien eu. Enfin. Je serais pas étonné qu'au final, en fait, Tokiyuki, enfin, Yusei Matsui fait dire à Tokiyuki que finalement, ben non, c'était juste un écran de fumée, ou alors c'était pour faire, c'était pour troller Shizuku qu'elle arrête de faire ses bêtises. Donc voilà, moi ça m'étonnerait pas, mais en même temps, ça m'étonnerait que ce soit vrai aussi. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner et ce que ça verra surtout la semaine prochaine. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.